Honorable assistant, chers collègues, bonjour. Donc, voilà, je suis enseignant-chercheur à l'université Mentouré-Constantine et dans cette université, nous avons monté quelques recherches utiles donc, qui peuvent être appliquées dans le domaine de la biotechnologie et de l'industrie si c'est possible. Donc, excusez-moi, madame, j'ai changé un petit peu l'intitulé, puisque la dernière minute, on est appelé à préciser l'intitulé. Et l'intitulé que je présente ici, c'est les probiotiques ont-ils une place dans la stratégie thérapeutique? Je pose cette question. Pourquoi? C'est parce que moi, je fais de la biotechnologie microbienne et la recherche de ce genre demande une recherche croisée entre les biotechnologues, les chimistes, surtout les médecins et les pharmaciens, justement. Sur ce point-là, on ne s'est jamais croisé pour parler de ce genre de choses. Donc, pour aller vers les probiotiques, nous, dans le domaine de la recherche en biotechnologie microbienne, on se pose toujours une question. Quel est l'objectif biotechnologique d'une petite recherche? Donc, on doit s'intéresser à l'aboutissement, donc à l'aval, mais on est obligé aussi de parler de l'amont. Donc, dans le domaine de la microbiologie, nous avons toujours des écosystèmes qu'on vise, un écosystème d'aval et un écosystème donc d'amont, et à travers ces deux écosystèmes, il y a ce qu'on appelle le procédé qu'on développe pour capter un micro-organisme d'intérêt. Donc, l'écosystème où je vais mettre mes probiotiques, il se trouve, c'est l'intestin. Et comme moi, je ne m'intéresse pas bien à l'intestin, j'ai essayé de chercher quelqu'un qui peut m'aider dans ce sens. Bon, j'ai essayé de faire par la suite une recherche pour comprendre un petit peu l'anatomie, la physiologie et l'interaction des micro-organismes et l'intestin, bien évidemment. Donc, je suis tombé sur une citation qui m'a beaucoup plu. Cette citation a été développée donc par les chercheurs de l'INRA. Inutile d'aller jusqu'au au fond des océans ou sur des planètes voisines pour trouver des écosystèmes nouveaux. Le plus complexe des écosystèmes est en nous. Il s'appelle microbiote intestinal. C'est vrai, quand j'ai eu donc la petite occasion de chercher dans cet écosystème qui s'appelle microbiote intestinal, je suis tombé sur des choses incroyables que je ne maîtrise pas, sincèrement. Voilà. Donc, c'est quoi le microbiote intestinal? C'est 100 000 milliards de micro-organismes divers. La majorité, ce sont des bactéries. Donc, voilà, la majorité, c'est des bactéries. Équivalent de 1 à 2 kg de bactéries. Ça veut dire, même en matière de mesure, c'est vraiment une masse colossale. Et une quantité de gènes 25 fois supérieure au gène humain qui, justement, abrite ces micro-organismes. Et quand on parle de gènes, ça veut dire on parle d'informations génétiques qui peut donner énormément de bonnes choses donc dans le domaine de la recherche pharmaceutique et thérapeutique. Donc, une partie de ces gènes-là, donc, ce sont des enzymes extraordinaires qui travaillent dans un environnement extrêmement complexe, justement, pour d'abord l'adaptation de microbiote au niveau de l'intestin et par la suite pour donc donner cette activité extraordinaire pour donc l'organisme. Voilà, c'est le microbiote généralement, mais on voit
je voulais pointer, mais si je ne peux pas. Voilà. Voilà. Regarde, par exemple, le microbiote donc humain, il se trouve beaucoup plus sur le côlon et une partie importante aussi sur l'intestin grêle. Voilà. Comment se forme ce microbiote? C'est la question qu'on se pose. Donc, voilà les étapes qui peuvent donc permettre de l'installation de ces bactéries ou de ces micro-organismes au niveau de l'intestin. Et ici, je vais aussi dire une petite chose qui concerne l'intimité entre le nouveau-né et sa maman. J'ai donc eu la chance de tomber sur cette information. Le nouveau-né, avant la naissance, il est aseptique. Après la naissance, il y a donc inoculation de microbiote qui passe donc dans l'intestin. Regardez ici, il y a deux mots. D'abord, il y a un accouchement normal par voie basse, automatiquement, il y a injection donc de microbiote de la maman d'origine fécale et vaginale. Donc, automatiquement, il y a quelque chose d'apport supplémentaire après l'incubation de la maman de son bébé. Donc, ici, c'est une intimité incroyable. Par la suite, j'ai compris que le lait maternel favorise le développement de certaines bactéries, comme les bactéries bifidomes. Par contre, si l'enfant est allaité artificiellement, donc le probiotique ou la bactérie qui va s'installer majoritairement, c'est lactobacillus. Donc, ici, c'est la deuxième donc, intimité après la naissance entre la maman et son bébé. Et par la suite, le microbiote dépend de l'environnement et de l'alimentation. Et surtout, s'il y a une antibiothérapie, ça veut dire déjà à la naissance ou alors après la naissance, on va perturber cette installation et ça va donc nous donner un microbiote qui n'est pas en bonne fonction. Voilà, à peu près, je retrace la même chose. Voilà, l'intestin de fœtus est stérile. À la naissance, le microbiote se constitue progressivement. Il y a d'abord la flore vaginale et fécale, et puis c'est là l'environnement qui va décider. L'environnement, l'alimentation et donc le médicament. Regarde par exemple ici, si la naissance est par césarienne, donc ça va donner une autre flore intestinale par rapport à l'accouchement par voie normale. Monsieur, au secours. Ah, c'est bon. Voilà. Le microbiote, donc, se stabilise après 2 ans et devient mature. Il va donc entrer en fonction après donc l'adhésion au niveau de la muqueuse intestinale. Et il a été estimé que cette surface d'adhésion entre la paroi intestinale et puis les micro-organismes est évaluée à environ 32 mètres au carré. Voilà, c'est des images que j'ai à peu près prises à partir de banques de données. Voilà, donc le microbiote mature, il est donc adhéré à la paroi intestinale ou à la muqueuse, et puis elle est couverte par un écran qui va le protéger donc de transit intestinal. Voilà à peu près l'image, comment ça se présente.
pour résumer ce que je dis. Voilà. Donc, les conditions ici changent suivant donc l'installation de microbiote. Et ici, la charge microbienne aussi change en allant vers le côlon. En conséquence, le développement en bonne santé d'un enfant dépend donc de ce microbiote, et aussi ce microbiote, s'il est en bonne symbiose avec son écosystème récepteur, donc il va donner beaucoup de bonnes choses pour l'enfant et pour l'individu après. Et si le microbiote est en bonne fonction, il va donc assurer plusieurs fonctions: la fonction métabolique, la fonction neurologique, la fonction immunitaire et la fonction donc de digestion. Cette recherche que j'ai faite à travers donc les données qui sont disponibles au niveau de la bibliographie m'a permis de tomber sur un projet qui a été lancé en 2012. Ce projet-là s'appelle Métagénopolis. C'est un projet européen et cette fois-ci, il a réuni les biotechnologues et les cliniciens. C'est vrai, quand je parle moi de l'intestin, forcément, je ne vais pas donner de choses très utiles puisque je n'en connais pas beaucoup. Mais eux, ils ont réuni tout ce monde-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, est-ce que le microbiote est responsable de la santé de l'individu? À quel point il est responsable de cette santé? Bon, il y a beaucoup de publications qui suivent, donc, et qui concernent, par exemple, la qualité de microbiote chez des personnes saines et chez des personnes qui sont un petit peu malades. Et ils ont aussi démontré que la zone du côlon touchée par les tumeurs présentait moins de firmicutes. Les firmicutes, pour nous, c'est le groupe de bactéries qui englobe, entre autres, les bactéries lactiques et qui sont à l'origine des probiotiques. Et quand il y a un dysfonctionnement, il y a toujours cette perturbation qui peut donner des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Par exemple, ils peuvent augmenter le cancer, etc. Aussi, ils ont constaté que la dysbiose ou alors dysfonctionnement de ce microbiote, il donne des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé de l'individu. Et ici, j'ai introduit le mot le connectome. Pourquoi le connectome? Le connectome, c'est un ensemble d'actions assurées par les neurones, donc qui tapissent un petit peu l'intestin. Et lorsque ces neurones-là sont en contact avec ce microbiote, donc automatiquement, toute activité de ce microbiote va donc se répandre sur l'ensemble du corps humain. Donc le connectome, c'est un ensemble de neurones de l'organisme et qui assure donc le transfert de l'information d'une zone à l'autre. Et ici, j'ai compris que l'intestin ou le microbiote et l'intestin, si je peux dire ça, ou l'écosystème de ce jour, c'est l'écosystème qui présente énormément de complexité. Cette complexité dépasse ce qu'on a acquis ou alors collecté comme information. Parce que il y a une activité entre le côté physiologique et anatomique de l'individu
et l'activité de ces micro-organismes qui sont là pour assurer le bien-être de cet individu. Et j'ai connecté pas mal de choses juste pour vous. Donc, il y a une interaction entre le microbiote et la psychiatrie. Il y a aussi l'interaction microbiote qui nécessite de l'intérêt dans le domaine. Je vais revenir sur excusez-moi. Donc, ce microbiote-là, c'est pour régler s'il y a un dysfonctionnement, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les probiotiques. Les probiotiques, ce sont un ensemble de bactéries qui sont à l'origine donc de l'homme ou d'autres écosystèmes, mais qui ont un effet de réguler un petit peu quand il y a un désordre dans le microbiote ou dysfonctionnement au niveau du microbiote. Donc, les probiotiques, c'est quoi? C'est des micro-organismes qui cherchent notre intérêt. Voilà l'historique des probiotiques. Donc, en 1899, il y a la découverte de Bifidobacterium bifidum, isolé des selles de nourrissons. En 1908, donc, un chercheur russe a constaté qu'il y a une relation entre la longévité et puis la bonne santé de la population bulgare et l'utilisation des produits laitiers fermentés. Donc, le concept probiotique a été utilisé aux alentours de 1960 et actuellement, les probiotiques, ce sont des micro-organismes définis comme étant utiles pour la santé d'après l'OMS et le FAO. Ici, je veux parler un petit peu du marché des probiotiques de par le monde. Elle est à plus de 40 milliards d'euros, donc ces probiotiques-là. Nous, pour chercher donc les probiotiques, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des sources conventionnelles comme les produits laitiers, matières fécales humaines, les maternelles humains, et nous avons des sources non conventionnelles comme l'aliment autre que le produit laitier et le sol. Donc nous, au niveau de notre laboratoire, nous utilisons beaucoup plus le sol ou l'écosystème qui n'est pas loin du sol. Vous n'êtes pas loin pour la conclusion, M. Kassem, parce qu'on a dépassé un petit peu le temps, les 15 minutes. Il n'y a pas de problème, je vais terminer là. Merci. Donc, les probiotiques, quel est leur rôle? Ils améliorent donc le bon-être de l'homme et la santé aussi. Je vous donne ici un exemple. C'est ici la dégradation des fibres. Donc, ici, je vois la technologie, parfois. Ici, par exemple, qu'est-ce que je vois? Je vois les fibres et je vois donc la partie de l'intestin, donc les microbiotes et les probiotiques dégradent ces fibres pour donner donc des acides gras à courte chaîne qui est utile pour l'intestin. Merci de conclure, professeur. Je vais terminer là. Je veux bien parler de quelques biothérapies, mais bon, je vais passer vers la production. Au laboratoire, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des recherches en relation avec les probiotiques. Ces probiotiques-là, on les a isolés de différents écosystèmes. Nous avons commencé par les grottes algériennes, 13 souches identifiées à partir de ces grottes et qui donnent énormément d'aptitudes probiotiques. Aussi, le deuxième, ça s'est fait avec mon doctorante qui est devenue docteur. Nous avons le deuxième donc échantillonnage, on est en train de le faire de
activité, de labo activée. Et nous intéressons aussi aux résisteurs des plantes médicinales et au milieu halophiles. Je vais prendre quelque chose, excusez-moi, puisque la technologie m'oblige. Hein. Voilà. Donc, nos recherches ont abouti à produire des probiotiques. Et ces probiotiques-là, spécifiquement, c'est des bacillus. C'est des bacillus. Pourquoi on s'intéresse aux bacillus? C'est parce que ces bacillus-là développent des aptitudes probiotiques, mais aussi développent une structure de résistance et qui peut donc surpasser l'acidité de l'estomac et s'installer à l'intestin. Donc, on a fait ici la production des spores et ces spores-là, on les a fait dans différents moteurs. Et ici, je vais parler un petit peu de scaling up. Là, au niveau de notre laboratoire, on fait d'abord sur milieu solide, après sur milieu liquide, après on y va dans scaling up pour aller vers des échelles plus importantes. Donc, dans cette recherche, nous avons pu produire les spores de bacillus et ces spores-là ont été donc utilisés par la suite sous forme de pâte. Mais le plus important, c'est qu'on maîtrise la production avec nos partenaires belges et suédois, mais le plus important, c'est que les spores de bacillus, quand on les envoie dans le milieu récepteur, donc ces bacillus-là vont germer et vont donner donc de l'activité microbienne. Donc, au niveau de notre labo, on fait beaucoup de recherches autour des bacillus comme étant probiotiques et ces probiotiques-là ont été testés et publiés donc au niveau international. Je vous remercie beaucoup et je m'excuse pour cette maîtrise de technologie.